Bienvenue dans la série d'épisodes Canary Call dédiée aux entreprises B Corp. Je suis avec Augustin Boulot, le délégué général de Bilab France. Chez B Corp, nous avons la conviction que les entreprises qui font attention à leur impact social, sociétal et environnemental font partie de la solution. Avec Canary Call, j'amplifie la voix des gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Au cours de ces épisodes, nous allons donc rencontrer les personnes qui ont déclenché et qui portent la démarche B Corp au sein de leur entreprise. Des personnes, des entreprises qui souhaitent être les meilleures pour le monde et non les meilleures au monde. Bonne écoute. Bonjour Alan. Bonjour. Alors nos auditeurs ne nous voient pas, nous entendent. Moi j'ai la chance de te rencontrer en présentiel aujourd'hui et je vois que tu portes de très beaux bijoux. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où ils viennent et peut-être leur signification ? Alors ouais, d'où ils viennent, c'est des cadeaux. Enfin, c'est tous des cadeaux de ma femme ou de mes enfants. Donc le premier, c'est une tête de lion avec une coiffe d'Indien. C'est une bague. Qui m'a été offert par mes enfants pour un anniversaire il y a, je pense, 3 ans de cela. Une tête de lion avec une coiffe d'Indien, ouais. Waouh. Elle est pas mal, elle est en argent. C'est que des bijoux en argent, hein, de toutes les façons, sur les bagues en tout cas. Et les deux autres, en fait, c'est des bagues aussi un peu déstructurées. Je sais pas comment tu les qualifierais toi, mais un peu déstructuré, un peu métal. J'aime bien ce côté brut, en fait. Et ça, c'est des cadeaux de ma femme. Les bagues comme les bracelets. Après, j'ai des bracelets aussi, ambiance un peu indienne, avec des têtes de mort aussi. C'est mon côté un peu pirate, qui est mis en avant là. Et puis voilà, j'aime bien. C'est grâce à ça aussi que j'ai toute ma famille auprès de moi, quoi. Donc j'aime bien ces bagues, j'aime bien ces un peu des gris-gris. Exactement, c'est des gris-gris. Et le côté gris-gris, compris le côté pirate ? Écoute, le côté pirate, c'est un peu obligatoire, je dirais, quand t'es dans la bio spécialisée. T'es un peu... t'es pas un contrebandier, mais t'es plus petit. Il faut que t'es plus petit qu'en fait les gros mastodontes de l'agriculture conventionnelle, enfin de la distribution conventionnelle. Et t'as besoin d'être rapide et d'être vif. Et pour moi, c'est un peu ça le pirate. Alan, est-ce que tu peux nous présenter la mission de ton entreprise et la tienne ? La mission de Naturalia, c'est donner la liberté de faire du bien à la nature et aux hommes. Ouais, liberté, j'aime bien ce mot-là. C'est vraiment ce qui nous constitue, c'est vraiment une de nos valeurs fondamentales. Ce qui est intéressant dans la mission de Naturalia, elle existait depuis la création de l'entreprise, en 1975. Donc il y a 47 ans maintenant. Et en fait, elle existait sans être formalisée. Et on l'a formalisée il y a 5 ans maintenant, en 2016. Et en fait, on l'a intégrée au statut très récemment, dans le cadre du processus B Corp, mais c'était vraiment qui nous étions. Et c'est vraiment pour cela que les équipes Naturalia ont rejoint Naturalia. Et c'est pour ça qu'ils travaillent chaque jour. C'est important parce que la raison d'être de Naturalia, c'est vraiment une raison d'être de l'entreprise. C'est incroyable, c'est-à-dire en 1975, bien avant finalement la loi Pacte, ils avaient déjà inscrit cette raison d'être. Alors, il la vivait comme ça. C'était en fait, même, Naturalia a été créé avant que le label bio n'existe. Avant qu'on définisse ce que ça voulait dire. Donc c'était un couple d'agriculteurs qui ont fondé Naturalia, avec cette conviction qu'il fallait proposer aux consommateurs une agriculture qui était autre que l'agriculture qu'on n'appelait pas encore conventionnelle à l'époque, mais qui était effectivement intensive et qui était avec beaucoup trop de pesticides. Et donc ils avaient cette intuition qu'il fallait faire autre chose. Donc ils avaient sourcé des agriculteurs, des produits qui étaient cultivés sur un cahier des charges traditionnel, qui s'apparentait à ce que sera le bio, mais qui n'était pas encore le bio. Donc il y a toujours eu cette dimension-là chez Naturalia. Elle s'est formalisée relativement récemment en 2016, mais encore une fois, on l'a pas fait pour être B Corp. On l'a pas fait pour être conforme à la loi Pacte. On l'a fait parce que c'est vraiment qui on est. C'est intéressant cette notion de liberté
Parce que finalement, c'était se libérer de quelque chose déjà à la création. C'était par rapport à une certaine contrainte, si je comprends bien, si je comprends le geste. C'est à la fois se libérer, effectivement, comme tu le dis, d'une forme de contrainte, mais c'est aussi se donner la liberté de pas être parfait. Et ça, moi, ça me parle beaucoup, et je pense que ça parle beaucoup aux gens aussi qui nous rejoignent. On a tous envie de faire le bien, en tout cas par rapport à la mission qu'est la nôtre, par rapport aux produits alimentaires et non alimentaires qu'on propose à nos consommateurs, mais on n'est pas des ayatollahs. On peut comprendre que parfois, on puisse faire des écarts, et chacun fait contribue à son rythme. Et donc c'est en ça qu'on donne la liberté, c'est aussi parce qu'en fait, on veut que chacun puisse avancer à son rythme. Et toi, ta mission à toi ? Alors, moi, ma mission, déjà, effectivement, j'épouse celle de Naturalia. En tant que dirigeant de Naturalia, de facto, je les rejoins aussi parce que cette mission, c'est la mienne. Et donc, c'est pour ça que je les rejoins. Au-delà de ça, après, j'ai une mission de dirigeant d'entreprise au jour le jour, qui est effectivement de la faire croître et de la faire grandir et d'en améliorer la rentabilité comme toute entreprise dans le monde occidental. Et en tant que dirigeant, comment t'exerces ce droit à la liberté de faire du bien aux hommes et à la planète ? C'est le plus dur. C'est le plus dur. Parce qu'en fait, alors, je sais pas si beaucoup de dirigeants, en tout cas moi je suis un peu freak control, donc j'aime bien contrôler, donc ce droit à la liberté il est difficile à donner, mais je travaille dessus. Et par ailleurs, ce sera le sujet, on a un séminaire tous les ans de comité de direction, ce sera le gros sujet de notre comité de direction, c'est comment est-ce qu'on se donne plus de liberté en interne. Sur des sujets en particulier Justement, le sujet, il doit être ouvert. Donc, pour l'instant, j'ai pas fermé la thématique. C'est comment est-ce qu'on se donne plus de liberté. Donc, il y aura forcément des sujets qu'on abordera, mais on essaye de plus en plus, effectivement, au sein de notre organisation, de déléguer, de donner de la liberté, mais je veux qu'on aille encore plus loin. Étant moi-même beaucoup dans le recrutement de talents, je trouve que c'est un sujet qui sort beaucoup dans les questions des candidats, dans les process de recrutement, ce sujet de la liberté sur les manières de travailler, sur la possibilité de prendre des décisions, d'être impliqué dans les choix de l'entreprise, et notamment plus après cette période de travail à distance qui a créé plein de nouvelles habitudes. C'est vrai qu'il y a une vraie attente de continuité dans l'évolution des façons de travailler de la part des talents en tout cas. Mais c'est vrai que c'est une tendance qu'on voit depuis de nombreuses années, de toute façon, cette demande vers plus de liberté, à la fois comme tu l'exprimais dans l'endroit de l'exercice de son travail, dans l'aménagement de ses horaires, mais aussi sur les tâches qu'on a à faire. Et moi, c'est surtout sur ce dernier point, je trouve que c'est important, c'est que les gens, on augmente leur degré de liberté et que du coup, on augmente leur valeur ajoutée. Je suis convaincu que la valeur ajoutée de nos collaborateurs, elle est intimement liée au degré de liberté qu'on leur donne. Si on demande juste d'exécuter une tâche, ils vont le faire, mais je suis pas sûr qu'ils en retirent beaucoup de plaisir et qu'ils amènent beaucoup de valeur à l'entreprise. Et donc moi, mon sujet, c'est comment est-ce qu'on libère un maximum de liberté, sachant qu'il faut le faire dans un cadre, comme toujours, et que cette liberté, elle s'acquiert au fur et à mesure de l'expérience qu'on acquiert. Et donc c'est comment est-ce qu'on augmente cette liberté pour plus de satisfaction pour les collaborateurs et plus de valeur ajoutée pour l'entreprise. Ils exercent leur droit d'entreprendre. Exactement. Tu as fait 2 écoles d'ingénieurs, tu as travaillé pour Accenture et BCG. Ensuite, tu as créé 2 sociétés dans le domaine de l'alimentation avant de rejoindre Bio c'est bon, puis Naturalia. Peux-tu nous retracer rapidement ton parcours et qu'on puisse comprendre ton cheminement et puis pourquoi le secteur de l'alimentation ? J'ai commencé à travailler dans les énergies renouvelables. C'était en 2000, à l'époque où le marché était très petit. C'était du parapublic et j'ai pas aimé le parapublic. Il n'y avait pas assez d'action pour moi. Ça bougeait pas assez. Et comme j'avais pas d'idée claire du secteur dans lequel je voulais travailler, effectivement, je suis parti en conseil. J'ai fait 12 ans dans le conseil, 3 ans Accenture et 8 et demi BCG. J'ai adoré ces années. C'est extrêmement formateur comme entreprise et comme secteur. Mais ça manquait complètement de sens. Donc, ça manquait de sens et ça manquait de risque, qui étaient les 2 sujets. J'avais toujours voulu monter des boîtes. Donc, j'avais tous les 2 mois une nouvelle idée de boîte. J'avais un fichier Excel avec plein d'idées de boîtes.
à monter, et je les avais jamais montés. Un fichier Excel Ouais, avec plein d'idées de boîtes. J'étais consultant, donc en fait, forcément, moi, quand j'ai un truc à faire, je fais un fichier Excel avec plein de colonnes pour dire est-ce que c'est pertinent ou pas, etc. Génial. Non, c'est pas génial. Parce qu'en fait, l'output du fichier Excel, systématiquement, c'est faut pas faire. Parce qu'il y a toujours un truc, en fait, il y a toujours une raison pour pas faire. Et j'avais une fille, enfin, j'ai toujours une fille, mais elle était née à ce moment-là, elle devait avoir 2-3 ans, et elle prenait pas beaucoup de risques. Je me rappelle de ce moment, en fait, on jouait ensemble au parc, et il y avait une pierre qui était pas très haute, et elle voulait pas en sauter. Elle avait cette peur. Et je me disais, et moi je l'incitais en fait à prendre des risques, et elle voulait pas en prendre. Et je me dis en fait, je suis le plus mauvais exemple de la prise de risque. En fait, je suis salarié dans une grosse boîte, je sais faire, je prends pas de risque. Donc, il faut que je prenne un risque pour montrer ces exemples on peut prendre du risque, enfin des risques. Ça, c'était le point de départ. Donc, il faut que je monte ma boîte, qui était quelque chose que j'avais de toutes les façons toujours voulu faire. Donc, ça tombait bien. Et je m'étais dit, c'est quoi mon driver? C'est quoi qui va faire que je vais être bon dans cette boîte-là et qui va faire que je vais me démener, qu'en fait, je vais me lever le matin avec la patate et que je vais emmener l'entreprise vers là où elle doit aller. Et c'était, effectivement, ça reprend pas mal en fait ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur la mission de Naturalia. C'était en tout cas contribuer à la société. Donc j'ai regardé tous les secteurs possibles, l'alimentaire me correspondait bien. Je suis gourmand, j'aime bien ces secteurs-là. La bio est pour moi un vrai sujet de société important, sur lequel je suis convaincu qu'il faut qu'on travaille pour laisser une meilleure planète à nos enfants. Et donc je me suis dit, c'est là-dedans que je veux bosser. Donc j'ai commencé à monter des boîtes dedans. Alors j'ai pris mon risque, je me suis planté. Faut se le dire, au bout de 2 ans. Alors j'ai revendu, j'avais 2 sociétés, je les ai revendues à mes associés. Mais en vrai, c'était quand même plutôt planté, c'était pas une grosse réussite. Et j'ai rejoint à ce moment-là, en fait, quelqu'un qui était en discussion pour le fournir en produits, qui était Bio C'est Bon. J'y ai fait quelques mois, je me suis pas très bien entendu avec le fondateur. On n'avait pas les mêmes valeurs, assez clairement. C'était une société de bio spécialisée, mais on n'avait clairement pas les mêmes valeurs. Et j'ai rejoint du coup quelques mois après Naturalia, et ça fait maintenant, ça va faire un peu plus de 4 ans que je suis chez Naturalia. Et quelles sont ces valeurs auxquelles tu tiens au quotidien dans ton travail? Alors d'abord, en fait, on évoquait tout à l'heure l'engagement. Enfin, l'engagement, la raison d'être de Naturalia, elle est consubstantielle à qui on est, et je suis là pour ça. Et quand je dis je suis là pour ça, à la fois pour œuvrer à la santé de la nature et des hommes, vraiment, grâce à la bio, mais aussi à cette notion de liberté qui est importante pour moi. Je ne veux pas le faire dans une association, organisation, société qui serait ayatollahesque. Pour moi, on a le droit à l'erreur, on a le droit de ne pas être parfait. Et dans le monde d'aujourd'hui, je trouve que c'est hyper important. Parce que je trouve que c'est un des travers du monde d'aujourd'hui, cette nécessité d'être tout le temps parfait. Ensuite, au-delà de cette raison d'être, on a, nous, 4 valeurs. Chez Naturalia, la transparence, la responsabilité, la diversité et l'audace. Et ces valeurs-là, qui m'ont précédé, elles sont miennes. C'est-à-dire qu'elles l'étaient avant que je vienne, et elles le sont encore et toujours. Et c'est à l'aune de ces valeurs qu'on recrute chez Naturalia. Quand on a des collaborateurs qui nous rejoignent, le premier élément qu'on vérifie, le plus important, c'est l'adéquation aux valeurs. Beaucoup plus que la compétence ou que l'expérience. L'expérience, ça vient vraiment dernier. Si on n'a pas d'expérience, c'est pas grave, ça s'acquiert sur le terrain. Mais le vrai sujet qui fait qu'en fait on rejoint ou pas Naturalia, c'est l'adhésion aux valeurs. Et du coup, ça fait que aujourd'hui, on a une entreprise, même si la diversité est une de nos valeurs, il y a une vraie diversité sur la provenance des collaborateurs, sur leur origine, sur leur expérience. Mais par contre, il y a une vraie uniformité par rapport à ces valeurs. On correspond tous à ces valeurs. Et du coup, ça fait un esprit de corps qui est très fort. Vous avez dû les mettre à l'épreuve, j'imagine, comme toutes les entreprises dans la période qu'on est en train de vivre. Comment est-ce que au quotidien vous arrivez finalement à concilier vos engagements long terme avec la réalité court terme pour donner la liberté de faire du bien aux hommes et à la nature? Alors, on a cette chance chez Naturalia que les deux sont intimement liés.
intimement lié parce que ce que nos consommateurs viennent chercher chez nous, c'est des bons produits certes, mais c'est aussi des produits engagés. Et donc on a ce besoin de manière systématique et je dirais quasiment quotidienne d'améliorer nos engagements. Si on a dans un univers en fait où tout le monde veut être plus engagé, donc le niveau de l'eau, je dirais, monte, et nous on doit toujours être largement dessus et largement en avance. Donc systématiquement, on doit être les plus nationaux, les plus locaux, les emballages les plus vertueux en fait en termes de notre partage de notre écosystème, pour avoir cette différenciation d'offres qui est demandée par nos consommateurs. Donc chez nous, on a cette facilité, je dirais, par rapport à cette question, de par notre raison d'être, de par la raison qui fait que nos consommateurs viennent chez nous, de devoir en même temps gérer l'engagement long terme et le court terme, parce que c'est la même chose chez nous. Donc je dirais que c'est assez facile par rapport à cette question-là. Ce qui peut être plus dur dans les entreprises en fait où il y a une ambivalence, où la promesse de valeur est plus sur le prix bas, et où en fait effectivement on peut avoir une dissonance entre les deux enjeux. Chez nous, il n'y en a pas. C'est vrai que dans la nature même du produit, du business model, il y a une partie évidente. Après, il y a peut-être une partie qui est moins évidente quand on dit donner la liberté. Il y a peut-être aussi tous ceux qui ne prennent pas cette liberté. Comment est-ce que vous contribuez aussi à engager, à sensibiliser une clientèle qui ne le serait pas et qui viendrait pas naturellement en fait à vous, ou qui n'aurait pas les moyens ou... Alors, c'est le plus dur. C'est-à-dire que faire venir des gens qui sont pas sensibles au bio, c'est très compliqué. Il y a deux sujets par rapport à ça. D'abord, on est positionné engagement, certes, mais gourmandise aussi. Je l'évoquais tout à l'heure. En ce moment même... Oui, vous avez un rayon chocolat que j'ai pas mal testé. Ah, le rayon chocolat est très bien. En épicerie, on est plutôt très bon. En fruits et légumes, on a suivant les périodes de l'année, des fruits et légumes qui peuvent être extraordinaires. Je veux dire, chacun a sa saison. Mais en ce moment, vous allez chez nous, les tomates côtelées ou les fraises sont absolument extraordinaires. Et je suis absolument convaincu qu'en fait, il n'y a pas meilleur ailleurs en France que ces produits-là. Ils sont extraordinaires. Et donc, on construit en même temps qu'une offre engagée, une offre très gourmande. Donc, on peut aussi rentrer par la gourmandise, par un commerce de proximité qui est en bas de chez soi, qui se veut très gourmand avec des produits de qualité. Et donc, on peut rentrer par la bio. Enfin, nous, c'est ça qu'on essaye de faire. C'est de faire rentrer les consommateurs aussi par la partie gourmande et joyeuse. Et pas juste par le volet bio. Donc, on peut attirer par ça. Et ensuite, par rapport à la question que vous évoquiez sur le prix, c'est un débat qu'on a toujours et sur lequel je peux avoir une position qui peut être un peu tranchée. Il y a un juste prix, à mon sens, pour une nourriture qui se veut saine, respectueuse de l'environnement et des hommes. Et ça ne pourra jamais être le prix du conventionnel. Jamais. J'ai souvent ce débat-là. En fait, il n'y a pas de sujet de gain de productivité ou d'effets d'échelle qui feront qu'on arrivera au même niveau. C'est pas possible. Les rendements ne sont pas les mêmes entre la bio et le conventionnel. On ne pressurise pas nos fournisseurs ou nos producteurs de la même façon que le font les anciennes du conventionnel. On ne pourra jamais arriver au même prix. On travaille avec des PME dans la très grosse majorité des cas. On est sur des produits généralement beaucoup plus qualitatifs en termes de cahier des charges. Enfin, chaque cahier des charges est extrêmement travaillé. C'est-à-dire que si je prends, je vous dis ça, la tranche de jambon, je suis pas un grand consommateur de jambon, mais j'en parlais avec notre directeur des achats hier. Notre jambon, il est français. C'est des PME avec des petits élevages qui nous le produisent. Il n'y a aucun ajout dedans. C'est sans salitré. Enfin, c'est tout un ensemble de choses qui font le cahier des charges. Il est extrêmement rigoureux, qui fait que le produit est très qualitatif à la fois en termes de respect de la nature et de santé pour la personne qui va le consommer. Quand en fait, il me compare exactement en fait la même tranche de jambon d'un bio, une ancienne conventionnelle, bah c'était du porc hollandais en élevage intensif. Enfin, c'est tout ce qu'on veut pas faire. Donc, de la bio spécialisée, ce sera toujours plus cher.
C'est comme ça, et c'est le prix qu'il faut mettre. À mon sens, quand je dis qu'il faut mettre, c'est vraiment une question de société. Les gens doivent mettre de l'argent dans leur production alimentaire. Je crois que j'avais lu un livre d'Attali sur le sujet. On est passé, je peux dire une bêtise sur les pourcentages, mais je pense que la quote-part liée à l'alimentation a été divisée par 2 ou 3 sur les 50 dernières années. On a été beaucoup trop loin sur cela. On doit remettre de l'argent dans notre consommation de produits alimentaires, j'en suis convaincu. Maintenant, ceci étant dit, pour les clients les consommateurs qui n'ont pas les moyens mais qui souhaitent aller vers le bio, alors on a tout un tas de dispositifs et de mécanismes qui permettent de s'en sortir. Déjà, en fait, on est sur des prix tenus, des prix justes. On a des promotions extrêmement régulières. Il y a le programme de feed qu'on évoquait tout à l'heure qui permet d'avoir moins 10% pour un certain nombre d'achats. Donc, on met en place un certain nombre de mécanismes qui permettent de réduire les prix, donc de s'en sortir avec un panier. Et puis enfin, souvent quand on mange bio, on change de façon de consommer. Ce qui coûte très cher dans la consommation alimentaire en général, c'est les produits transformés et les produits liés aux protéines animales, la viande, le poisson. Quand on passe bio, en général, on consomme moins transformé et on consomme beaucoup plus végétal. Et ça, en général, ça veut dire qu'en fait, on peut consommer, quand on consommait du conventionnel très transformé, très carné, qu'on passe sur du bio spécialisé, plutôt végétal, moins transformé, on peut se sentir avec le même panier. Donc c'est une question de transformation de l'alimentation qui est importante. Et en plus, pour le coup, là on va vraiment vers du santé quand on passe du carné très transformé à du végétal bio-spécialisé. Là vraiment on a fait le job de la vraiment transformation alimentaire. Toi justement qui avais ton propre média de conseils sur la nutrition, est-ce que vous menez des actions d'éducation, de sensibilisation au bien manger ? Alors on en fait peu. Mais ça peut être un bon sujet, un bon sujet à traiter demain. On en fait peu. Alors, on a dû, enfin, c'est qu'on sollicite déjà beaucoup nos consommateurs, mais on pourrait en faire plus. Oui, ce que je me disais finalement, toutes ces actions dont tu me parles, qui sont très sensées, soit on le sait. Et c'est pour ça qu'on vient dans le magasin, mais comment est-ce que Naturalia pourrait aussi participer à sensibiliser en dehors de ces boutiques un public, je sais pas, via les écoles, via d'autres actions qui permettraient de... On pourrait le faire, mais je pense que ça passera pour nous avec des partenariats. Tu parlais des écoles tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on va aller dans les écoles, mais on peut pas y aller. Pour des questions de... Enfin, tu rentres pas dans les écoles. Non, mais tu rentres pas dans les écoles publiques quand c'est des privés, t'as même pas le droit, je crois, de faire des distributions à proximité des écoles. Donc, on peut pas rentrer dans les écoles. Maintenant, on pourrait très bien sponsoriser des associations qui, elles, font de l'éducation. Donc oui, ça pourrait se faire, ça se fera sûrement avec des partenaires si on le faisait, mais c'est une bonne idée. On l'a pas dans notre feuille RSE, mais ça pourrait complètement être un sujet qui pourrait se faire. Et en plus, quand on sait que la journée du goût est sponsorisée par le lobby du sucre, ça me choquerait pas en fait qu'on les remplace. Parce que justement, vous avez été récemment certifié Bicorp, et c'est une démarche RSE qui implique tous les volets, et notamment j'avais cette partie client en tête, parce que sensibiliser et embarquer le plus grand nombre dans le mouvement du développement durable, ça fait partie des engagements des entreprises Bicorp. Donc dans la continuité de votre politique RSE, vous avez déjà plusieurs labels, et là vous êtes certifié Bicorp depuis le 30 mars 2021, et vous avez obtenu cette reconnaissance, je crois en seulement 6 mois, ce qui est assez incroyable, parce que c'est quand même un des labels les plus exigeants, et en moyenne seulement 5% des entreprises qui s'engagent dans le processus finalisent et obtiennent cette certification. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à entreprendre cette démarche chez Bicorp ? On a toujours été engagés et on travaille... on a toujours eu beaucoup d'actions. Quand je suis arrivé chez Nature il y a 4 ans, dans toutes les directions, il y avait cette volonté de s'engager, de faire des choses, mais c'était très brouillon. C'était dans tous les sens. Et donc on a commencé à structurer notre démarche, à mettre en place une politique RSE avec des axes, avec des actions. Donc on a toujours 4 axes, une vingtaine d'actions, avec des livrables, avec des objectifs à atteindre, des métriques à atteindre, etc. Donc on a structuré tout ça.
Et pour bien structurer tout ça, on a commencé il y a 3 ans à se labelliser Bioentreprise durable, qui est un label de notre secteur, donc du secteur de la bio spécialisée. Et en fait, cette démarche nous a permis de vraiment nous structurer en termes de qu'est-ce qu'on doit faire, quelle doit être la gouvernance de notre politique RSE, avec qui on travaille, comment on travaille, avec quelle fréquence. Et pourquoi on l'a fait ? Pour délivrer beaucoup plus vite. Je t'évoquais tout à l'heure, en fait, on a toujours été engagé avec plein d'actions, mais en fait, ça délivrait pas, ou c'était, parfois, tu avais quelqu'un qui bossait énormément pour une disco soupe à Montreuil. C'est très bien de faire la disco soupe à Montreuil, mais c'est pas ça qui va avoir un gros impact. Donc moi, mon sujet, c'était que l'organisation dans son ensemble et ses forces vives, qui sont ses collaborateurs, bossent sur les sujets, en fait, qu'on détermine comme étant ceux qui auront le plus d'impact. Typiquement, ça fait des années, depuis au moins 10 ans, on fait des magasins éco-conçus. On est très fiers de faire des magasins éco-conçus. Personne ne le sait. C'est écrit partout, mais personne ne le sait. Et en plus, l'impact environnemental est bien, mais pas fou. Et pour le coup, il y a un surcoût extrêmement important sur la création d'un magasin. En vrai, quand on regarde aujourd'hui nos impacts, on a fait tout notre bilan carbone récemment, il y a des actions qu'on peut mener ou qu'on va mener qui peuvent avoir un impact beaucoup plus fort. Donc, pour moi, il est essentiel et clé d'avoir un diagnostic extrêmement clair de ce qui peut avoir de l'impact, de toutes les actions qu'on pourrait mener qui auraient de l'impact, et puis de planifier leur mise en place. Donc voilà, donc moi, mon sujet de pourquoi j'en viens à Bicorp. Finalement, c'est ton outil de structuration de toute ta politique RSE. Donc pour moi, cette labellisation, tu disais en fait qu'elle a duré 6 mois, elle a duré que 6 mois parce qu'on était déjà clairement dedans. On a déjà tout qui était en marche pour le devenir. Et que pour nous, c'est un point d'étape de labellisation, mais ce n'est qu'un point d'étape. Enfin, on n'a pas accéléré... Comment te dire ? On n'a pas ni accéléré avant ni après. En fait, on court dans cette course à l'engagement depuis un bout de temps. Et ça, c'est un point d'étape qui dit, en fait, voilà, vous êtes Bicorp là, mais moi, mon sujet, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain. Donc, ça permet, grâce à la structuration du programme, aux 250 questions, de encore nous aider à identifier là où on a des points d'amélioration, là où on est bon. Et c'est comme tout, on va continuer à être encore meilleur là où on est bon, et puis on va vraiment s'améliorer là où ça pêche. Donc, ça nous permet d'être encore plus fort sur ces dimensions-là. Mais pour moi, le vrai enjeu de Bicorp, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va en faire et qu'est-ce qu'on va changer grâce à ça. Et justement, alors quels sont les points que ça a mis en valeur j'imagine aussi en interne, c'est une façon de célébrer ce qui fonctionne bien, ce qui a été bien fait jusqu'à présent. Alors, ce qui fonctionne très bien, j'en ai évoqué une partie qui est la gouvernance, qui fonctionne très bien. C'est vrai qu'on a une gouvernance qui fonctionne très bien sur notre politique RSE. La dimension Qu'est-ce que ça veut dire une gouvernance qui fonctionne très bien ? Concrètement, ça veut dire qu'en fait, je te dis, on a nos 4 axes que tout le monde connaît dans l'entreprise. On a nos 20 actions. Qui sont les 4 axes ? Les 4 axes. Alors, tu as développé individuellement et collectivement nos collaborateurs. C'est réduire notre impact environnemental. C'est promouvoir nos liens sociétaux et promouvoir une alimentation saine avec des partenaires engagés. Sur ces 4 axes, ils se déclinent en fait en 20 objectifs, donc il y en a 5 par axe, avec pour chacun un responsable, avec des objectifs mensuels, et on a un comité RSE qui se réunit tous les mois, que je préside, où en fait à chaque fois on regarde les avancées sur un des axes. Et quand ça avance pas suffisamment, en fait on met en place des actions pour y arriver dans le temps imparti. Donc on est très clair sur ce déroulé, et on a des échéances en fait qu'on doit réaliser chaque mois. Et quels sont les points sur lesquels vous avez particulièrement de défis, d'enjeux, notamment à l'échelle de la recertification, qui est dans 3 ans, j'imagine ? C'est ça. Encore une fois, la certification, on est très content de l'être, mais c'est pas le but en soi. Le but, c'est vraiment de délivrer sur ces non, c'est un outil de planification. C'est un outil pour nous, c'est pas un but en soi. Et donc, les enjeux, il y a un certain nombre de sujets, je parlais tout à l'heure de l'impact CO2, qui sont difficiles à mesurer dans notre secteur. Parce que c'est le bout en bout, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle souvent de la fourche à la fourchette, mais... Oui, puis vous avez quand même... vous êtes présent sur 70 villes en France, au Luxembourg. C'est ça. 250 boutiques déjà. Et combien de collaborateurs ? On a 1900 collaborateurs. Oui, donc là, le calcul de CO2... Alors, ça dépend des types de calculs. C'est des calculs qui sont très simples. Le calcul de la consommation des frigos, il se fait en 2 secondes. Mais nous, le vrai impact CO2 dans notre métier à nous, c'est j'ai un produit
Alors, à la limite, le simple. J'ai une fraise qui est produite en Île-de-France, qui est dans un autre entrepôt qui est dans le nord de Paris, retrouvée en magasin. On peut suivre assez facilement le trajet du camion. On sait à peu près comment elle est produite, la fraise, dans les champs. Donc voilà, ça, on sait mesurer, sachant que le gros de l'impact, en fait, c'est pas tellement le transport, tant que la façon dont est produite la fraise dans les champs. C'est à peu près 75% de l'impact CO2. Maintenant, plus compliqué quand on prend des produits transformés. Alors, le cacao, c'est un bon exemple. Le cacao, il vient en général d'Afrique, ou il peut venir d'Amérique du Sud. Ah non, me dis pas que je peux plus manger. C'est mieux la caroube. La caroube, ça vient d'Italie, mais c'est pas grave. Encore une fois, nous, dans la liberté, donc on peut se faire plaisir. Mais il vient de plus loin. Mince, suivant qu'il est transformé, voilà. Et si on prend encore plus compliqué, je vais prendre un biscuit. Un biscuit, il y a dans du cacao, mais il y a du blé français, et puis il y a d'autres produits dedans. Et donc, ils viennent de différents endroits. Ils sont transformés à un endroit en France, ils remontent à l'entrepôt. Donc, et ça, c'est l'essentiel de notre impact CO2. Et donc, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué dans une activité consumer de mesurer l'impact CO2 que dans une activité, entre guillemets, bureau, etc. Donc, nous, notre gros enjeu à court terme, c'est de réussir à identifier le réel impact de tous les produits que l'on vend et du coup d'œuvrer pour réduire cet impact-là. On a déjà beaucoup d'initiatives qui visent à réduire cet impact-là. Typiquement, nous, il n'y a pas d'import avion sur les produits overseas. On parle du chocolat. Alors, c'est évident le chocolat, mais sur les fruits et légumes, typiquement, il n'y a pas d'import par avion. C'est-à-dire que les litchis, vous n'en trouvez malheureusement pas chez nous tant qu'il n'y en aura pas en Europe, parce que le litchi, en fait, en général, la saison, c'est Noël. Ça vient de Madagascar ou d'île Maurice, et ça vient en avion. Ça peut pas provenir en bateau, sinon c'est mort quand ça arrive. Donc, il n'y en a pas chez nous. Donc, il y a des choix qu'on fait comme ça. On a l'interdiction, effectivement, ça fait plusieurs années qu'en fait, on s'est interdit de travailler avec des fruits et légumes qui poussent sous serre chauffée. Serre chauffée, c'est 8 fois plus de consommation qu'une serre non chauffée. Voilà. Donc, on prend des décisions dont on sait qu'elles vont amener à réduire notre impact carbone, mais on n'a pas une lecture complète de ce sujet-là. Donc, un des gros sujets chez nous, c'est d'avoir une lecture complète de l'impact CO2, mais également biodiversité, etc. Enfin, tous les impacts par rapport à l'environnement, et de pouvoir, du coup, mener les actions les plus pertinentes pour réduire cet impact. Et alors, moi, en tant que consommatrice, quand je fais mes courses chez Naturalia, pour m'aider à choisir entre des fraises et du chocolat, au-delà de éventuellement l'impact calories, si je veux faire des choix raisonnés en termes d'impact CO2, comment est-ce que vous m'aidez là-dessus? Alors, c'est difficile. Enfin, concrètement, on le voit, la communication sur le lieu de vente auprès du consommateur est très difficile. On a mis en place une nouvelle, ce qu'on appelle ILV, information sur le lieu de vente, dans le dernier magasin qu'on a ouvert, qui s'appelle Enfant Rouge, qui est dans le quartier du Marais à Paris, où on a essayé d'identifier partout, dans notre magasin, ce qu'on appelait des RILI. R pour réduction de l'impact, I pour innovation, L pour local, et I pour image prix. J'en prends deux de ces sujets-là parce que c'est ceux qu'on évoque. Typiquement, dans ce magasin, il y a 300 produits qui ont été identifiés parce qu'il y a un vrai effort du fournisseur pour la réduction de l'impact. Donc ça va être la lessive éco-vert, par exemple, où le fournisseur a travaillé pour que la bouteille en plastique soit issue de matériaux recyclés et également recyclables. Donc tous les fournisseurs qui ont eu un vrai travail fait sur leur packaging pour éliminer tout ce qui était nocif, on va le mettre en avant. Le local, c'est pareil, on va identifier dans ce magasin tout ce qui est local, donc à moins de 150 km. De facto, quand c'est local, l'impact CO2 réduit. Donc on essaye dans les magasins d'identifier un certain nombre de produits qui peuvent réduire l'impact. J'en ai parlé que ce soit un impact emballage ou que ce soit un impact CO2 avec le local. C'est très difficile à faire sur tous les magasins et sur tous les produits. Donc ça, c'est pareil. Je pense que l'idéal, c'est de trouver la bonne appli qui permet d'avoir l'information, parce qu'en vrai, on peut pas tout mettre en magasin. Et aujourd'hui, à l'heure du numérique, c'est même à mon sens non nécessaire. Et il faudrait qu'en fait, il y ait un Yuka-like, mais qui soit plus côté environnemental. La vraie difficulté, ça va être sur le local, parce qu'il faudra qu'il identifie en fait où est-ce que, mais ça pourra se faire demain, où est-ce que cette EN a été produit, où est-ce que je suis en GPI-6 et donc du coup en calculant la distance. Mais c'est gérable ça demain. Oui, ou d'analyser comme les applications sur la consommation carbone qui sont branchées sur notre compte en banque, qui serait le récap de notre ticket de Exactement. sortie. On est partenaire avec Greenly. Donc, Greenly, quand ils se sont lancés, je pense qu'on était le premier partenaire de Greenly pour le démarrage de leur application. Top.
Et comment est-ce que vous y êtes pris pour mener cette démarche de certification? Et j'ai bien compris que c'était pas le but en soi, mais que du coup ça avait structuré votre démarche. Vous avez tout mené de l'interne, vous avez fait appel à des ressources externes. Comment ça s'est passé? Essentiellement de l'interne. On a Sidonie Taglian, qui est notre directrice marketing et RSE, qui était chef de projet avec Marine, qui est dans son équipe sur le sujet. Donc essentiellement de l'interne, avec un petit appui externe d'une société qui a l'habitude de faire ça, et qui s'appelle Utopie, qui nous a aidés sur le remplissage du questionnaire. Et comment est-ce que vous y prenez pour finalement embarquer tous les collaborateurs, pour les franchiser dans cette aventure-là? Alors on a cet avantage, je vous le disais, les gens nous rejoignent aussi pour ça. Donc, je vais pas dire qu'il faut les freiner, c'est pas vrai, mais les gens ils sont passionnés en fait par cette raison d'être qui est la nôtre, et donc ils veulent poursuivre en fait ces sujets qu'on évoque, ils veulent aller plus loin. Donc j'ai pas vraiment besoin de les embarquer en fait. Ils sont embarqués de facto quand ils nous rejoignent. Vincent, c'est un de nos acheteurs fruits et légumes. Il est à fond sur les bananes. Et il est parti nous sourcer. Et c'est lui qui l'a fait, c'est pas nous qui l'avons fait. Il est parti nous sourcer le premier et le seul producteur de bananes qui n'utilise absolument pas de plastique. Parce qu'en fait, dans les bananeraies, même bio, le régime banane est en général recouvert d'un film plastique pour justement lui éviter les attaques des nuisibles. Et en fait, là, il a trouvé quelqu'un qui le fait avec des matières craft et donc pas avec du plastique. C'est un peu plus cher, mais en gros, il y a du coup 0 plastique de la banane du début à la fin qu'elle arrive chez vous. Et donc, on est dans ce sujet de chacun a intégré nos dimensions, nos axes stratégiques RSE, ce qu'on doit faire, et chacun prend la liberté de le faire dans son propre périmètre de responsabilité. Donc les enjeux ils sont partagés par tous, et chacun agit différemment pour le faire advenir, même si c'est pas nous qui l'avons décidé, enfin c'est pas le comité RSE qui a décidé qu'en fait la banane devait être sans plastique, c'est lui qui s'est dit en fait faut qu'on réduise globalement et collectivement le plastique, donc comment je vais faire? C'est Sonia qui travaille avec nous aussi aux fruits et légumes qui m'a dit la fois en fait on va essayer de faire des finalement ça n'a pas marché, mais qui faisait vous savez, les plantes comme les pots de basilic etc., mais elle le faisait sans le pot plastique, donc juste vous preniez la motte de terre avec le basique. C'était un peu galère à ramener chez soi, donc en fait ça n'a pas marché pour le consommateur, mais l'idée était sympa, c'est-à-dire en gros on évite le pot plastique. Donc chacun dans son périmètre de responsabilité, chaque jour prend des décisions qui permettent d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Donc là c'est plein de choix de succès, de réussite, d'avancées. Est-ce que tu aurais en tête un projet qui n'a pas marché justement Alors on a un sujet qui est global chez nous, qui est ma frustration depuis que je suis chez Naturalia, qui est le turnover des équipes magasin. Pas au siège, il y a assez peu de turnover, mais en magasin, chez nous, on est sur une population, alors je parle surtout de la population parisienne, plus que la population province, voire banlieue. Population parisienne, et on a beaucoup trop de départs. Donc c'est des jeunes en général qui viennent chez nous, qui savent pas forcément tous s'ils veulent faire leur carrière dans ce métier ou dans un autre. C'est une population qui est sur Paris donc très mobile avec beaucoup d'opportunités d'emploi dans d'autres secteurs, parfois qui les attirent finalement plus quand ils ont fait 6 mois chez nous. Et c'est une vraie frustration parce que on investit beaucoup dans nos collaborateurs, enfin en termes de formation, sur le métier, sur les produits. Et quand ils partent, en fait, pour moi, c'est un échec. Et donc, j'ai cette frustration de ne pas être suffisamment bon sur la rétention de nos équipes magasins. Et est-ce que tu connais la raison de cette... ou les raisons de ces mobilités? Elles sont multiples. La première, et je pense la plus importante, c'est la structure du marché parisien, c'est-à-dire que on travaille beaucoup, en fait, ce qu'on appelle, nous, sur le rapprochement domicile de travail, entre les gens où ils habitent et les gens où ils travaillent, sauf qu'en fait, en vrai, la plupart de nos collaborateurs magasins habitent pas sur Paris, habitent relativement loin de Paris. Les magasins, ils sont sur Paris, donc ça peut leur prendre 1 heure, 1 heure et demie pour venir en magasin. Aller-retour. Donc en général, dès qu'ils trouvent un job à une demi-heure de chez eux,
ça leur fait gagner un temps incroyable par jour, et donc ils préfèrent ce job-là. Donc la première raison, elle est celle-ci, elle est structurelle, et malheureusement on a du mal à travailler, si ce n'est, je vous dis, on travaille sur ce rapprochement-là, mais c'est difficile. Je pense que c'est un, et puis après il y a des gens juste qui... c'est un métier, l'alimentaire, que je trouve passionnant, qui est un métier de commerçant, on est vraiment en contact avec des consommateurs réguliers, c'est très différent, je dirais, d'autres formes de distribution, comme le textile, en fait, où les consommateurs sont pas des vrais consommateurs réguliers, en fait, on voit, c'est du flux, en fait, il faut convertir ce flux, on doit être là pour vendre. On est là plus pour accueillir des clients qu'on connaît, parce que c'est les mêmes qui reviennent toutes les semaines. Donc il y a une vraie relation qui se crée, c'est une relation de commerçant de proximité. Faut aimer ce métier, donc il y a des gens, en fait, qui tentent ce métier. Encore une fois, on prend des jeunes, donc des gens qui n'ont pas forcément eu d'expérience avant, qui tentent ce métier, et puis en fait, ils s'aperçoivent que c'est pas fait pour eux, ils veulent faire autre chose, et donc ils s'en vont. Tu évoquais cette valeur forte de liberté, tu vas en faire le sujet de ton séminaire, c'est au cœur de la raison d'être de Naturalia. On parle aussi beaucoup, on a parlé aussi beaucoup d'entreprises libérées. Quelle est ta vision de l'aboutissement d'une entreprise libérée ? Alors, je suis pas assez calé sur ce terme pour pouvoir vraiment répondre. Mais ta vision à toi, ce serait quoi ta vision idéale de l'entreprise libre ? Mais en fait, je qualifierais pas l'entreprise libérée d'idéal. Et donc c'est en ça que je te dis que je suis pas suffisamment calé. Quand je parlais tout à l'heure d'Ayatollah sur le sujet de la consommation, de dire en fait nous on veut aller vers une alimentation plus saine, plus engagée, sans être ayatollahesque, pour moi c'est un peu le même sujet. On veut aller vers plus de liberté sans aller forcément vers l'entreprise libérée qui, pour moi, n'est pas un idéal, est un modèle intéressant, intéressant conceptuellement. Certaines entreprises l'ont fait, certaines entreprises en sont revenues. Donc pour moi, c'est un peu un extrême dont on peut s'inspirer parce qu'il y a plein de bonnes pratiques qui sont mises en place dans ces entreprises-là, sans forcément aller jusque-là. Et par conséquent, ta vision de l'entreprise idéale ? Alors, j'aime pas les mots idéal. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'aime pas ce mot en fait parce que parce qu'il y en a pas. Enfin, personne n'est idéal, personne n'est parfait. Et pour moi, on œuvre tous. Moi, j'ai le souhait en fait, en tout cas pour Naturalia, c'est qu'on soit toujours dans cette attitude de s'améliorer, de vouloir s'améliorer, que ce soit pour le business, pour l'engagement, pour la RSE. Moi, j'ai ce souhait qu'on soit toujours ouvert, apprenant, avec l'envie de faire mieux. Mais après, je sais pas te dire ce qu'est un idéal ou pas un idéal. Je sais qu'en fait, et c'est pas un idéal en plus, c'est qu'en fait, ça nous correspond. Ouvert, apprenant, avec l'envie de faire mieux. Voilà. Mais encore une fois, c'est ce qui nous correspond. Ça, c'est pas une entreprise idéale, c'est ce qui nous correspond. Enfin, peut-être je dis nous, peut-être c'est moi, mais c'est ce qui semble, en tout cas, ça me correspond, et c'est ce qui va me correspondre à l'ensemble de nos collaborateurs. Voilà. Et quel est ton canary call, le message que tu aurais envie de porter au plus grand nombre ? Alors, j'y reviendrai après sur si je vais trouver un canary call. J'ai un sujet en ce moment, juste si je peux en dire un, qui est un sujet très ponctuel. En ce moment, sont rediscutés au niveau européen et au niveau français les nouvelles règles d'attribution de la PAC. Et ces nouvelles règles vont faire en sorte que les agriculteurs bio vont perdre jusqu'à 66% de leurs aides. Et donc, moi, j'ai un vrai sujet en ce moment, quand tu parlais de canary call et du fait qu'on puisse annoncer une catastrophe imminente, c'est qu'en fait, on est, pour moi, à l'aune d'une catastrophe imminente, qui est qu'on ne pourra plus croître en bio s'il n'y a plus ces aides-là. Les aides, elles sont inhérentes, en fait, au modèle bio, parce que les externalités positives que procure la bio ne sont aujourd'hui pas rémunérées autrement que par ces aides-là. Et on a, en face de la bio, une autre agriculture qui est poussée, en fait, par le conventionnel, qui s'appelle le HVE, qui est bien moins importante en termes de cahier des charges et qui aura les mêmes aides que la bio.
Ça, c'est un lobbying très intense en fait de l'agriculture conventionnelle qui a poussé ce sujet-là. Et il est prouvé en fait, et c'est un rapport qui est sorti ce matin, que l'impact de l'HVE sur la biodiversité est quasiment nul. Donc voilà, moi j'ai un vrai sujet canary call ponctuel qui est en fait, il faut réussir à faire pression sur les pouvoirs publics pour que cela n'arrive pas et que la bio reste la bio et qu'elle soit pas assimilée à la même chose que l'HVE. C'est un sujet technique. C'est pour ça qu'on a vraiment du mal à mobiliser le public dessus, mais c'est un vrai sujet. Et en fait, c'est vraiment la catastrophe qui peut advenir demain. Ravi d'ouvrir le canal Canary Call pour ton message. Merci. Tu te définis comme gourmand. On clôture notre échange à l'heure du déjeuner. Quelle est la recette gourmande de saison que tu nous recommandes de cuisiner en ce moment? Alors, je suis pas un grand cuisinier. Je suis gourmand, mais je suis pas un grand cuisinier. Moi, j'ai un truc, c'est qu'en fait, moi, mon repas préféré en ce moment, c'est hyper basique. C'est tranche de pain, tomate, huile d'olive, sel, poivre. C'est un truc tout con. Mais en ce moment, je le disais, en fait, nos tomates, elles sont incroyablement bonnes. Mais vraiment incroyablement bonnes. C'est-à-dire qu'il y a un goût dans la tomate qui est fou. Et je parlais tout à l'heure de la tomate et de la fraise. Je vais pas dire c'est à cause de ça que je suis allé dans la bio, mais j'ai toujours été impressionné. J'ai 43 ans, si je dis pas de bêtises, j'ai 43 ans. Quand j'étais petit. Comme moi. Ah voilà, on a le même âge. Et quand j'étais petit. On est né le même mois. Aussi. Janvier? Ouais. Ah, pareil, combien? Le 16. Ah, 6. Quand j'étais petit, les fraises, elles avaient du goût. Les tomates, elles avaient du goût, mais un vrai goût. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir vécu 20 ou 30 ans sans goût. Les fraises, c'était dégueulasse, c'était que de l'eau, et les tomates, c'est pareil. Et depuis que je suis dans la bio, je retrouve ce goût, et là, cette année, elles sont vraiment incroyables. Et je trouve qu'il n'y a rien de meilleur qu'une tomate, quoi. Donc mon meilleur truc, c'est un très bon pain, chez nous, ou dans d'autres boulangers, parce qu'en ce moment, il y a quand même un niveau de pain, depuis quelques années qui est quand même incroyable. C'est vrai. Donc un très bon pain, une tomate coupée finement, une très bonne huile d'olive bio grecque, et voilà, je suis refait. Bon, c'est parti. Bonne dégustation tout le monde. Pour conclure, sur quelle musique tu aimerais qu'on se quitte? Ibrahim Malouf, celle que tu veux. Ça marche. Merci beaucoup, Alan. Merci à toi. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.